Bon, aujourd'hui, on est là pour vous présenter la carte de la CGT de Sophie Binet, qui nous l'a présentée à une conférence de presse il y a de ça une bonne dizaine de jours. Ouais, il y a 2 semaines. Bon, déjà avant, je veux commencer par un petit truc, c'est que la dernière fois que je suis venu ici, tu m'as surpris en me faisant une petite présentation. Et moi, j'avais, La meilleure coupe dans le chat. Merci, Ayuna. je voulais te présenter aussi, PA, pour nos suiveurs. Donc, tu n'es pas seulement celui qui va dans les manifestations et qui anime les Twitch et qui travaille au service web. Tu as aussi des passions dans la vie. Effectivement. L'une d'elles, c'est d'aller t'accréditer à regarder des matchs de foot. Enfin, ça, c'est quand tu travailles après ta sieste. D'accord. Et l'autre, c'est l'Olympique de Marseille. C'est vrai que j'aime beaucoup l'Olympique de Marseille. Voilà. Et aussi ce Chambon-Béliard. Et je voulais savoir si tu passais une bonne semaine. J'ai passé une meilleure semaine. Pour moi, il y avait faute, mais pas rouge. Voilà, bon. Pour moi, il l'a pas vu. Allez, on va parler de rouge, mais d'une autre manière. Voilà, le rouge de la CGT, les amis. Tu préfères qu'on commence direct par la carte ou qu'on monte l'article? Non, on va montrer la carte. A connu meilleur dimanche, effectivement. On va montrer la carte. La carte directement? Voilà. Bon, les amis, c'est une carte. Je sais pas si vous la voyez très bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous la voyez très bien ou pas? Parce que, en gros, pour vous la faire courte, c'est une carte qui illustre tous les plans de licenciement qui sont en cours en France actuellement. C'est ça. Donc en fait, il y a la CGT, il y a bientôt 2 semaines, a tenu une conférence de presse et les journalistes ont découvert cette carte qui recense 180 PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi. C'est un beau mot pour dire plan de liquidation de l'emploi en réalité, qui sont en cours ou qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Et donc ça dit quand même beaucoup de choses sur l'état de l'industrie et l'état économique du pays et au-delà de ces noms d'entreprises, de ces codes couleurs et de ces zones géographiques, on va essayer de déconstruire un peu ce qui se cache sur cette carte, qui est en réalité le bilan de cette année de macronisme et de plus de 12 ans de politique dite de l'offre initiée sous François Hollande. Sous François Hollande et maintenant sous Macron. Voilà. Donc, le Gentilnet nous a préparé une bonne trame qui va tenir une bonne heure, peut-être même plus, mais on va devoir couper. Parce que moi, les amis, j'ai dû beaucoup bosser l'arrivée de Castanet juste après, qu'on reçoit avec Eugénie pour parler de son livre Les Ogres. Donc voilà. Naïm, par quoi souhaitais-tu commencer? Bon, déjà, expliquer un peu ce que c'est que la politique de l'offre. Oui. Donc la politique de l'offre, en fait, c'est l'idée que pour favoriser la croissance, il faut créer un cadre fiscal et normatif pour les entreprises très favorable. Ce qui veut dire ce que les libéraux appellent baisser le coût du travail. Or, le travail n'est pas un coût, puisque c'est le travail qui crée la richesse. Mais donc, c'est baisser ce fameux coût du travail, baisser la fiscalité sur les plus riches, et s'attaquer aux normes et en particulier au code du travail. Donc ça se traduit dans le débat public. Ce qu'on entend, c'est la baisse des cotisations, c'est la suppression de l'ISF et c'est les lois travail et les ordonnances Macron qui ont saccagé le code du travail. Okay. Et donc ça, c'est une politique qui a été mise en œuvre à partir de 2012. Enfin, en réalité, ça, le tournant libéral en France, on peut remonter jusqu'aux années 80 et le tournant de la rigueur, puis l'instauration des traités de libre-échange dans l'Union européenne. Mais en 2012, il y a un vrai tournant, c'est François Hollande qui... Donc tu es en train de dire que François Hollande a trahi? Je te laisse ce mot-là. En tout cas, il n'a pas fait la politique pour laquelle il a été élu. François Hollande a trahi. Voilà. François Hollande, dès 2012, lance ce qu'on appelle la politique de l'offre et donc va favoriser, entre guillemets, l'idée pour recréer de la croissance, il faut que les entreprises aient confiance et soient dans de bonnes dispositions. Et ça passe par casser les droits des travailleurs et... Notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ombre de cette politique sous François Hollande, il y a quelqu'un qui appartenait déjà à la commission Attali que Nicolas Sarkozy avait montée pour... Qu'est-ce que la commission Attali? Alors justement, c'était après la crise financière de 2008. Jacques Attali est mandaté par Nicolas Sarkozy pour une commission pour relancer la croissance et le rédacteur de cette commission s'appelle Emmanuel Macron. Manu Max. Et dès 2012, en fait, Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie en 2014, puis en 2007 président de la République, et donc c'est lui qui est l'architecte de cette politique de l'offre qu'aujourd'hui on paye. Okay. Alors concrètement,
c'est quoi aujourd'hui ce qu'on appelle les aides publiques versées aux entreprises. Oui, parce que c'est ça le cœur de tout ça, parce que les entreprises sont gavées d'argent public. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que ces investissements, enfin, en gros, ces dotations, elles sont pas conditionnées à une sauvegarde de l'emploi. C'est ça. Elles sont. Alors, d'ailleurs, en réalité, c'est les entreprises qui trustent l'économie, le CAC 40 et les grosses entreprises qui vont finalement capter ces aides. C'est pas le boulanger du coin ou la petite PME locale qui reçoit ces voilà. Bon, oui, parce que c'est qui elle en reçoit. Bah, on va déconstruire. Déjà, ça représente quoi? De quoi on parle quand on dit des aides publiques versées aux entreprises? La CGT a commandé un rapport qui date de janvier. Elle le chiffre, donc des économistes le chiffre à 175 milliards d'euros par an, ce qui représente 6,6% du PIB. Donc on ne parle pas de rien. Ça représentait, ces aides publiques représenter en 79 9,4 milliards d'euros. Okay. Donc là, on a une explosion massive. De 200%. Ce chiffre, dans certaines études, peut même monter jusqu'à 228 milliards d'euros. What the fuck, les amis, what the fuck. Et donc, ce sont, voilà, ce qu'on a dit, des aides sont conditionnées. Est-ce qu'il y a des critères pour obtenir ces aides? Genre moi, par exemple, si je crée une boîte, est-ce que je peux demander 1 million d'euros? Non, c'est certaines oui, certaines non. Certaines c'est automatique, c'est sur des cotisations sociales. Mais je vais vous prendre 2 exemples sur ce que François Hollande a mis en place et ce que Emmanuel Macron a renforcé. 2 exemples de crédit d'impôt en fait. Donc premièrement, ça c'est sous François Hollande, le crédit impôt recherche. C'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale pour favoriser l'investissement dans la recherche. Ça représente 7,7 milliards d'euros en 2024. C'est presque cumuler le budget du CNRS, du CNES et de l'INSERM, qui sont des instituts publics de recherche. Donc on ne parle pas de n'importe quoi. Ok, la recherche c'est scientifique ou ça peut être toujours industriel Qu'est-ce que tu entends par recherche? Non, c'est dans les entreprises. C'est pour favoriser le recherche et développement des entreprises, par exemple Sanofi ou quoi. Mais attends, je déroule. Pourtant, dès 2018, parce qu'on dit est-ce que ces aides sont utiles à l'économie, c'est quand même ça qui compte à l'arrivée. On peut avoir des a priori, mais quelle est la finalité? Il y a un rapport de 2018 du Conseil d'analyse économique. Donc c'est un organisme qui est rattaché à Matignon. Donc c'est pas la CGT en l'occurrence qui le dit, qui montre que l'efficacité du crédit impôt recherche est insatisfaisant au regard des montants et ces effets sont faibles au niveau macroéconomique. Donc dès 2018, il y a quelque chose, un organisme qui est rattaché à Matignon qui dit que c'est inefficace, le crédit impôt recherche. Et pourtant, depuis 2018, ce crédit impôt recherche a augmenté de 1,8 milliard. Elle concerne les 200 entreprises les plus riches et selon Attac, il y a moins de 5% de ces 200 entreprises sont contrôlées dans la gestion de... Donc, Emmanuel Macron cherchait de l'argent magique. Il peut aller le chercher. On va prendre un deuxième exemple, le CICE, le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ça, c'est pareil, c'est François Hollande qui le met en place et c'est Emmanuel Macron qui le pérennise. Ça a été lancé dès 2013 et on parle de 20 milliards d'euros par an depuis pérennisé dans la loi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contre ces 20 milliards, l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz, avait promis 1 million d'emplois. Et ça, il peut pas mentir, parce qu'il avait fait éditer un pins avec marqué 1 million d'emplois, et il se promenait partout avec ce pins. Bon. Pins qu'on a essayé de retrouver au premier étage tout à l'heure, deuxième, on n'a pas réussi. Les amis, sinon moi je l'aurais porté parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait 1 million d'emplois. Et donc, moi je vais citer le bilan pour un peu Bonjour tuyau du CICE. J'ai cité un article de mon collègue Pierrick, que vous pouvez, un article qui date de mercredi d'hier dans l'Humanité. Alors, pour un coût de 20 milliards par an, cette politique a permis la création et la préservation de 100 000 emplois, soit un coût délirant pour la collectivité de 200 000 euros par an et par emploi, principalement à bas salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit impôt, le CICE, pardon, pas le crédit impôt, le CICE, ça revient à subventionner des emplois à hauteur, un emploi industriel à hauteur de 200 000 euros. Ça fait beaucoup. 200 000 euros, on peut embaucher peu ou prou 4 infirmières à l'hôpital. Donc là encore, pour développer les services publics, on a quelques pistes d'argent magique mises à disposition qu'on peut... Est-ce qu'on est, je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'on est le seul pays européen à faire ça?
Ou est-ce que... Alors dans le détail, j'ai pas travaillé cette question Ok. dans le détail, donc je vais pas y répondre. Mais alors du coup, tout cet argent public versé aux entreprises, qui peuvent passer par des aides directes ou par des crédits d'impôts ou de cotisations, quel impact ça a sur les finances des entreprises, enfin des finances publiques, pardon. Alors Julia Cagé, l'économiste, disait il y a un mois que les 500 plus grandes fortunes de France ont augmenté leur richesse de 1000 milliards Oui, ça d'euros c'est un chiffre qu'on voit beaucoup. au Les plus riches cours, deviennent de plus en plus au riches, cours des etc. 10 dernières années. Mais écoutez bien. Donc les 500 plus grandes fortunes de France ont augmenté leur richesse de 1000 milliards d'euros en 10 ans. Or, depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la dette de la France Non. a elle-même augmenté De... de 1000 milliards d'euros, et pour la moitié d'entre elles, parce qu'on peut dire oui, il y a eu le Covid, etc. Et donc le quoi qu'il en coûte, mais pour la moitié d'entre elles, cette dette est due à la baisse de la fiscalité. Les amis, si vous voulez que la dette, elle n'existe plus, faut juste qu'on mette des baskets, qu'on sorte dehors et qu'on aille chercher 1000 milliards d'euros dans la poche des 500 plus grandes fortunes de France. Et après, on les redonne Bon. à Manumax. Et comme ça, ils donnent à Bruxelles. Et après, Ouais, comme ça, on est tranquille. Ouais, C'est pas une très bonne... un peu plus complexe quand même. Mais c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, et donc la question de la dette, elle se pose. C'est parce que, et ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que cette année, on a 100 000 emplois industriels menacés, on a des services publics en berne, et de l'autre côté, on a un déficit qui dépasse les 6%. Donc ça, c'est le bilan de la politique de l'offre. C'est quoi? C'est à l'arrivée de l'argent public pour subventionner les entreprises qui ne sont pas conditionnées, À la préservation de l'emploi, ou en tout cas la sauvegarde. ou à des critères environnementaux qui ne sont pas conditionnés, de la destruction d'emplois et une hausse de la précarité depuis 2017, moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, donc moins de services publics qui fonctionnent, et moins de droits, moins de rentrées de cotisations pour financer l'assurance chômage, les retraites. Pourquoi tu m'expliques? On dirait que c'est super débile de faire ça, et ils le font quand même. Genre, j'ai l'impression que quand tu m'expliques le truc, c'est juste, genre, t'as juste à lire un petit peu ce qui se passe pour comprendre que c'est une connerie sans nom, une absurdité sans nom, que ça profite à des entreprises qui ont déjà de l'argent. Pourquoi on reste bloqué dans une sorte Parce qu'on est au cœur d'une bataille idéologique, où on croit que le néolibéralisme va être la solution de tout, et que le marché peut nous sortir de n'importe quel... peut relever les défis de demain. Et ça, c'est un vrai débat idéologique qui est en cours. Ouais. Mais alors, il faut savoir aussi que la question aujourd'hui, quand on voit la dette de la France, la question de ces aides aux entreprises se pose dans le débat public. À tel point que Michel Barnier, sur la question des cotisations sociales, des exonérations de cotisations sociales qui sont faites sur les bas salaires, ça coûte, ces exonérations de cotisations sociales, ça coûte 80 milliards par an. Ok. Lui, Michel Barnier, il a voulu en récupérer 5 Donc milliards. ça coûte plus que 75. À titre de comparaison, 5 milliards dans le budget d'État, ça peut correspondre à quoi? Ça correspond au SNU. Le SNU coûte Service 5 milliards national par an. universel, mis en place par Gabriel Attal pour former des soldats. 5 milliards d'euros, c'est aussi ce De 14 ans. que l'État va demander comme économie aux collectivités. Ok. Voilà, donc c'est, mais 5 milliards sur 80. Moi, je voudrais juste voir, parce que hier, donc en ce moment, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est examiné à l'Assemblée, et donc on rappelle ces fameux 40 milliards d'économies, 20 milliards de nouvelles rentrées fiscales, et Michel Barnier voulait récupérer 5 milliards. Mais devinez qui s'est opposé hier à l'Assemblée à cette hausse des cotisations. Mais dis pas que c'est pas vrai. Le groupe Ensemble pour la République, donc le groupe du parti d'Emmanuel Macron, Ok. les députés les Républicains et les députés RN. Et moi, je voudrais juste qu'on voit une minute pour qu'on voit le ton des débats à l'Assemblée en ce moment. Donc Yannick Monnet, qui est député communiste de l'Allier. Rappeler à mes collègues de droite et d'extrême droite que cet article 6 a été écrit Si par vous un entendez. gouvernement de droite. C'est les internes. Vous imaginez s'il avait été écrit par la gauche, mais vous seriez en PLS. Donc il faut quand même rester raisonnable dans ce que vous dites. La deuxième chose, c'est qu'on ne revient pas sur la totalité des aides. C'est 80 milliards, on reprend 5 milliards. C'est pas la totalité des aides. Quant à M. Darmanin ou M. Attal, si vous étiez attentionné auprès des TPE et des PME, vous vous seriez préoccupé des charges financières auxquelles elles sont confrontées, ou des coûts du crédit, ou des coûts de l'énergie. Mais ça n'a jamais été fait.
La dernière chose que je voulais dire, c'est que en votant cette suppression d'articles, ça veut dire que vous renoncez à accorder à la branche maladie 2 milliards, à la branche famille 300 millions et à la branche vieillesse 2,7 milliards. Où est-ce que vous les prenez ? Je vous remercie, M. Monet. La parole est à M. Donc voilà, et à un moment donné, il y a eu un zoom sur Attal Darmanin et j'ai oublié son prénom, l'ancien chef du groupe Renaissance à l'Assemblée. Voilà, donc ça c'est leur bilan qu'ils ne veulent pas remettre en cause. Ouais. Est-ce que ce serait un moyen de reprivatiser de l'argent public, donc de l'argent frais pour les riches? Est-ce que c'est un moyen de reprivatiser de l'argent public et donc de l'argent frais pour les riches? C'est-à-dire que c'est ou de l'argent qu'ils reçoivent ou des crédits d'impôt. Mais quoi qu'il arrive, c'est de l'argent qui, normalement, doit rentrer dans les caisses de l'État. Et c'est l'idée de dire, on va aider les entreprises à développer l'activité, sans contrainte. Et pourquoi pas aider une entreprise innovante dans l'écologie. Sur le principe, c'est une bonne idée. Enfin, il y a des secteurs où effectivement... ça pourrait être une sorte de protectionnisme. Exactement. Il y a des secteurs où effectivement il faut aider des entreprises, d'accord. Mais et on va passer au point 2. Je prends un exemple, Sanofi. Donc Sanofi qui avant été détenu par l'État le siècle dernier. Qui vend Doliprane. Voilà. Donc Sanofi vend Doliprane. Bon. Alors on se souvient au moment de la crise Covid. Oh bah dis donc, la France. On n'a pas de masque, on n'a pas de Doliprane. On va redevenir une super puissance mondiale. Bon. Qui se souvient de cette promesse, ses amis? On a l'un des. Agnès Buzyn. On a l'un des. C'est Véran pour le coup. Véran aussi. Il y avait tout le monde. On avait l'un des comment ça s'appelle. Sanofi, c'est un des leaders mondiaux dans l'industrie pharmaceutique. Il n'a pas été capable de créer le vaccin. En tout cas dans les temps, je crois que c'est 2 ou 3 ans après qu'il a. Ouais, Pfizer, Moderna. Bon. Et là, ça va vendre Doliprane. Bon. Bonjour le Grand Rio. Sanofi, c'est 2 à 2,5 milliards d'euros reçus par le crédit impôt recherche et les exonérations de cotisations sociales en 10 ans. Donc là, on a typiquement... Ça fait 200 millions par an. Un grand groupe stratégique pour la souveraineté de la France et de l'Europe, gavé d'argent public, qui en fait vend à la découpe et se recentre sur des filières dites rentables pour maximiser les profits. Et donc là, on a un choix, c'est entre gaver les actionnaires ou garantir notre souveraineté et la santé des Français et des Européens. Il y a un choix à faire. Bon, et donc là, on n'y est pas. Alors, si on peut remettre la carte juste 10 secondes, mais alors j'ai lu dans le chat qu'elle n'était pas en très très bonne qualité, mais vous l'avez en commentaire. Dans cette carte, alors je sais pas si on voit si je zoome, si on peut voir avec le code couleur, mais dans cette carte. Hop, je vais me la mettre sous les yeux. Dans cette carte, il y a un secteur en particulier qui connaît une crise, c'est celui de l'automobile. Et ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Sachant que comme tout est interdépendant dans une économie, quand l'économie patine, d'autres secteurs patinent. Aujourd'hui, on a par exemple la filière industrielle des verres et céramiques. Parce que finalement, c'est un... Je termine la filière de verre et céramike qui voit sa capacité de production à l'arrêt à 50%. Parce que dans l'automobile, ça patine. Donc, c'est pas rien. Et là, je veux bien qu'on mette... Alors, on mettra après. On va le mettre là pour bien comprendre ce qui se joue actuellement dans le secteur de l'automobile en proie à de grands enjeux face au réchauffement climatique. Donc, les constructeurs se retrouvent pris dans un effet ciseau redoutable, avec d'un côté la diminution drastique des achats des grands publics, et pour flotte d'entreprises des véhicules thermiques, donc essence et diesel, de l'autre un marché du véhicule électrique et hybride stagnant. Ces derniers devraient pourtant devenir le moteur de la croissance future des 4 roues, depuis l'adoption du Green Deal européen et la fin annoncée de la vente moteur thermique en 2035. Avant que tu enchaînes, est-ce que tu saurais répondre à Moumou, Reine des Mouettes? Je suis toujours un grand fan des
des pseudo Twitch, qui demandent pourquoi le Doliprane n'est pas rentable alors que c'est le premier médicament que l'on prescrit. Non, j'ai pas dit qu'il était pas rentable. J'ai dit que que Sanofi fait le choix de privilégier certaines filières que d'autres. Qui sont plus et rentables. qui peuvent être plus rentables. Mais là, c'est surtout qu'ils risquent de toucher un chèque. Je sais plus, je crois que je veux pas dire de bêtises, de plusieurs milliards. Je veux pas dire déjà un chiffre en tête, mais pour le chèque là. Mais voilà. Et puis il faut savoir aussi que Doliprane, que la molécule, je crois qu'elle est dans le droit. Enfin, il y a des génériques aussi. Hein. Oui, elle est dans le droit. Voilà. Oui. Donc, pour revenir sur l'automobile. Donc, on est dans un secteur où il y a structurellement une difficulté parce qu'on arrive à la fin d'un modèle, à savoir le moteur thermique, et au nouveau d'un autre, le moteur électrique. Et on est dans cet entre-deux où il y a besoin d'investissement. Où l'une des activités chute de vente et l'autre, pourquoi acheter un véhicule neuf aujourd'hui, diesel voilà. Machin, et l'autre activité qui peine et commence tout juste à se. Donc on est dans cet entre-deux. Mais sauf que cette filière en mutation et cette transition du thermique à l'électrique, comme l'a rappelé Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT lors de cette conférence de presse où elle prend la carte, ça n'explique pas que Renault, par exemple, vient d'arrêter la production de la Zoé à l'usine de Flins, c'est-à-dire la Zoé, c'est la voiture électrique de Renault, pour délocaliser la production en Roumanie. Pourquoi ? Parce que c'est dans une politique de maximiser les marges. Non. Voilà. Donc, oui, il y a ces difficultés, mais pourquoi est-ce qu'on va produire on a besoin de voitures électriques en France. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on va la produire en Roumanie ? Il faut savoir aussi que depuis 2022, donc avant il y avait le Covid, d'accord, l'activité à l'arrêt, etc., les aides publiques versées aux entreprises pour pas que ça coûte, mais depuis 2022, l'ensemble des sociétés automobiles, c'est 130 milliards de bénéfices. Ok. Depuis 2022. Avec des bénéfices équivalents pour chaque boîte ou non, il y a des boîtes plus performantes qui détassent et on va y revenir. Il y a des boîtes qui. On n'a pas de boîtes qui sont vraiment dans une sorte de peine ou de galère terrible. Si là ça commence notamment en Volkswagen, ça commence à arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que 130 milliards d'euros de bénéfices et qu'il y a de l'argent frais disponible pour investir dans la recherche et maintenir l'emploi. Bon, et d'ailleurs, entre 2008 et 2010, il y a déjà 100 000 emplois industriels. 2008 et 2019 de 2008 à 2019, pardon. On va dire que sur la précédente décennie, il y a eu 100 000 emplois qui ont été détruits à cause des délocalisations pour augmenter les marges, et que on craint, la CGT notamment craint 100 000 nouveaux emplois détruits d'ici 2030. Donc là, on a vraiment une filière en danger. Et vraiment, et ça, c'est des filières qui font vivre des territoires. Exactement. Et d'ailleurs, on va revenir sur la carte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 10 voitures les plus vendues en France, il n'y en a qu'une seule qui est assemblée. Assemblée, hein, j'ai pas dit fabriquée, je dis assemblée sur le territoire français. Tu saurais me citer laquelle ? Non, là, je t'avoue. Putain. Tu me pièges. Attends. Alors, je veux bien qu'on retourne à la carte. Hop, voilà. Alors, concrètement, ça veut dire quoi cette saignée de l'emploi dans l'automobile ? C'est-à-dire... Quelqu'un nous demande, Léa. Ouais. Léa Petit Scalogna. El Petit Scalogna. Sûrement italien, je pense. Ouais. Bonjour Naïm, que penses-tu de la création d'un pôle public du médicament, comme le défend la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, comme le pôle public de l'énergie que demande. Voilà, moi si je donne mon avis, je pense que il faut qu'il y ait des secteurs de l'économie qui soient enlevés des mains du marché pour une question de souveraineté, et qu'effectivement la santé n'est pas marchande, c'est un droit, et donc oui, la proposition d'un pôle public du médicament, c'est quelque chose d'intéressant. Ça c'est la gauche qu'on défend. Voilà. Mais alors, ça c'est la gauche qu'on défend, les amis. Des pôles pour le médicament, des pôles pour l'énergie, des pôles pour les gens qui en ont besoin, pour le service public. Voilà. Ça c'est la gauche qu'on défend. C'est la gauche qu'on va faire gagner. On va revenir sur la carte. Donc concrètement, dans l'industrie automobile, ça se concrétise par quoi ? Fermeture de MA France en Seine-Saint-Denis, de Bosch. Je vous invite à zoomer, les amis. Voilà. Cliquez sur le lien. Il y a le centre d'essai Bosch à Saint-Ouen qui est menacé, du pôle F1 de Renault à Viry-Châtillon. Oui, parce que du coup, Renault arrête de produire ses moteurs et va les acheter à un concurrent. Novary à Osteval, mise en vente de Valeo, suspension de 412 postes à Valeo à Créteil, Cergy, La Verrière, liquidation d'Imperial Wells à Châteauroux, dernier fabricant de jantes en aluminium de France, risque de liquidation de Wallior à Vouzy. Ça
Ça touche tous les secteurs. Voilà, c'est-à-dire que derrière la voiture, il y a les sous-traitants. Hein, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte de versant. Enfin. Et donc, je sais qu'on, non, c'était, bref, la question des sous-traitants. Là, il y a un grand conflit en cours aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est les EMA France. Donc, les EMA France, en fait, c'est un sous-traitant de l'automobile dont le client depuis avril, depuis la mi-avril. Du coup, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est depuis 170 jours, 180 jours. Très longtemps, les amis. Soutenez EMA France. Et de grève et tout. On parle de 280 salariés et de 120 intérimaires. Qui sont encore dans l'entreprise jour et nuit pour essayer de préserver leur... On va voir une vidéo juste après. EMA France, son client principal à 80%, c'est Stellantis. Peugeot. Donc c'est Peugeot, Fiat, Chrysler. C'est l'un des plus gros groupes, je crois que c'est d'ailleurs le plus gros groupe de constructeurs mondial. Okay. Sauf que quand on est dépendant à 80% d'une boîte, en fait, on est totalement dépendant de cette entreprise. Et là, je veux bien qu'on mette la vidéo pour bien comprendre ce qui se passe à EMA France. Vidéo que Franck Cartelet a tournée exactement. Dans les locaux, enfin devant les locaux de EMA. Non, là, c'est au tribunal de Montreuil parce qu'il conteste le PSE en justice. Ok. Les questions aujourd'hui, ça peut rediscuter. Parce que moyenne d'âge de 50 ans, je pense que si on cherche le boulot aujourd'hui, on ne trouvera pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer à Stellantis ou à CNN que l'outil de travail appartient bien aux salariés. D'ailleurs, la moyenne d'âge chez nous, c'est 50 ans. On n'est pas des casseurs de trucs, on est des gens qui travaillent. On est là ce qui est fait pour la Palestine, on n'oublie pas le combat, les amis. Métier, savoir-faire français, c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Que notre production, il va en Turquie. Et 4 coins du monde, ça fait mal. Ça nous fait mal au cœur. Aujourd'hui, CNN et Stellantis, ils ont proposé 15 000 €. Il y a 84 salariés qui ont signé cet accord, à condition de ne pas attaquer ni Stellantis, ni CNN, ni le liquidateur lui-même. Bonjour Antigone Poppy. Les 15 000 € pour 20 ans et 30 ans et 40 ans de travail chez EMA France. C'est comme ça. Bonjour les amis, j'espère que vous passez un bon moment. C'est pas impossible que ça dure un petit moment. Voilà, donc là, on voit concrètement, ça veut dire quoi la casse sociale? On a des gens qui travaillent depuis toujours dans cette entreprise, qui ont des salaires faibles et qui se retrouvent sans solution du jour au lendemain. On leur propose 15 000 € comme prime de départ en échange de ne pas attaquer Stellantis ou la direction. Les amis, je vous glisse le lien de la vidéo dans le chat. Sachant que, parce que c'est quand même intéressant à rappeler quelques chiffres, Carlos Tavares, donc le PDG de Stellantis. Carlos Tavares cette année, avec les petites nettes, là. Voilà. Carlos Tavares cette année, normalement, sa rémunération c'est 36,5 millions pour cette année. C'est combien toi? Moi, je vais pas le dire. T'es le genre de personne qui dit pas? Non. Moi je peux dire. Ouais. Je gagne 2262 € net avec la prime transport. Ah. J'ai augmentation de mon point d'indice. Il y a 2 mois, je touchais 2078 €. Ouais, c'est pas mal. Bah, moi, je suis entre les deux, entre ton ancien et ton nouveau. Tu vois. Vous avez vu, ça c'est vraiment c'est les discussions que je déteste, ces gens qui veulent pas dire leur salaire. Non, mais juste. Dites vos salaires dans le chat, les amis. Juste, Carlos Tavares a augmenté son salaire de 56% cette année par rapport à 2023. Okay. Et il met une politique de cost killer, c'est-à-dire de chasseur de coûts. Concrètement, c'est dégager des taux de marge maximales pour les actionnaires. Le taux de marge de Stellantis, il est de 13%. À titre de comparaison, Volkswagen, qui est premier constructeur allemand, c'est 2 fois moins. Donc c'est-à-dire qu'il y a une politique pour dégager des marges. Les actionnaires, oui, c'est une volonté politique. Voilà, les actionnaires de Stellantis touchent 18,3 millions d'euros par jour. La vache. T'as fait le calcul bénéfices. Bah, sur l'année, non, j'ai pas fait le calcul. Viens, on le fait. En live. Combien 300 on compte en année bissextile ou tu fais comme tu veux. Vas-y. Alors, les amis, on va calculer. Tu calcules super vite. Vas-y, fais-le. Non, mais non, vas-y. Mais non, vas-y, fais-le. Alors, on a dit combien? 18,5
0,5 fois 365. 6 milliards 752 millions, 500 000 euros. 6 milliards par an des actionnaires, ils ont touché ça? 6 milliards? 7 milliards? La vache. La vache. On va maintenant passer, si on peut revenir sur la carte. 3400 bruts de mémoire. Donnez du net. Moi, je fais partie de ces générations où le brut, ça ne veut rien dire pour moi. Et j'ai pas envie de calculer non, fois non, 0,8. non. Le brut, c'est très très important. C'est important pour les salaire, cotisations et mais tout. ton salaire, il se négocie en brut. Le brut, c'est pour le net, c'est pour la fin du mois. Le brut, c'est pour la vie. Et le brut, c'est ce qui paye ta retraite, c'est ce qui paye quand t'es malade, tes médicaments et tes hospitalisations. Donc le brut, c'est votre salaire. C'est juste qu'il est mis dans le pot commun pour que quand tu as un cancer, tu ailles pas à l'hôpital pour payer 15 000 euros tes frais d'hôpitaux. Je trouve que tu parles beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas dit son salaire. Exactement. Je trouve que t'es extrêmement bavard pour quelqu'un qui n'a pas oublié. Et le salaire brut, c'est très 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 important. Galios qui est étudiant, on pense évidemment aux étudiants qui galèrent, qui sont dans la précarité. Exactement. Grosse force à Galios. On va revenir. Quand tu travailleras, tu gagneras de l'argent pour vivre dignement et pouvoir manger comme tu le veux. On va revenir sur la carte pour montrer un autre scandale sous l'ère Macron, alors qui concerne l'énergie cette fois-ci, pour comprendre voilà je laisse faire le marché, je n'anticipe rien, etc. Bon, on va parler de l'énergie. Je vais prendre le cas de deux centrales à charbon, l'une à Cordemais, donc Cordemais c'est vers Nantes, c'est par là, et l'une par ici à Gardanne, pas loin de Marseille. Alors il faut savoir que là on parle donc Gardanne c'est 130 emplois, Cordemais c'est 350 emplois. Bon, ça c'est ce sont des emplois qui sont directement mis. Je sais pas si on a l'article, bon c'est pas grave. Ce sont des emplois qui sont directement en jeu par des choix d'Emmanuel Macron. Tu veux que je te le trouve Non, mais c'est pas grave, T'es sûr? Ouais. Alors, on va prendre le cas de Gardanne. Donc en fait, en 2017, Cordemais, non, touche du bois. Touche du bois? Ouais. Attends, on va mettre là. Non, fais-moi confiance. Touche du bois, l'humanité? Touche du bois, Cordemais. Touche, voilà. Non, pas Cordemais, Gardanne. Je veux dire, je suis bête. Gardanne. Non, Gardanne. Hop, voilà. Voilà. Pardon, on va prendre le cas de Gardanne. Alors, Naïm qui monte ses propres articles, est-ce que c'est pas de la mégalomanie? C'est la preuve que je mérite mon salaire. Que t'as pas dit. Si, je te le dis, moi je suis un 169, je gagne en brut 2800 et quelques. Ok, voilà. C'est pas mal. À Gardanne, en 2017, Macron il se fait élire, il propose de fermer les centrales à charbon. On est en plein débat sur le réchauffement climatique, tout ça. Je crois qu'il y a personne là autour de la table qui dit que le charbon est une énergie viable. Bon. Sauf que il décide la fermeture de centrales à charbon, mais il ne pense premièrement ni à maintenir en état les capacités de production énergétique de la France. Oui. Ce qui a fait que quand il y a eu la crise énergétique à la sortie du Covid, on a dû réouvrir certaines centrales à charbon. Mais non. Et on a importé de l'Allemagne de l'électricité produite au charbon, parce que eux ils ont fait le choix d'abandonner le nucléaire, ils sont totalement dépendants du gaz et du charbon, quand en France on a des centrales nucléaires qui nous permettent de produire à bas coût. Tu vas me dire qu'ils ont réouvert des entreprises qui étaient fermées, oui, avec des employés qui du coup étaient sur le carreau au chômage et tout. C'est beaucoup plus refaire le charbon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va voir. Donc à Gardanne, la fermeture de cette centrale, je crois qu'elle est effective en 2021, si je dis pas de bêtises. Il y a 98 salariés qui sont partis, dont 50 en départ volontaire, 43 licenciements, dont 28 sont actuellement sur le carreau. Ok. Sur le site de Gardanne, il y a une seule activité qui a perduré, c'est celle de la biomasse. Donc c'est pas du charbon, hein, la biomasse c'est à base de bois. Le site a été racheté depuis par Daniel Kretinsky, et ce site est à l'arrêt depuis décembre. Patron du Monde. Daniel Kretinsky, c'est pas non, c'est pas Phileas, Le Monde.
C'est pas Non, je confonds peut-être avec les Intermarchés et tout. Ouais. Je me perds. Bref. Amis, je dis écoutez pas ce que je dis. Donc ça, ce site est à l'arrêt depuis 2023. Sauf que sur place, les salariés se sont battus. Ok. C'est la CGT en l'occurrence. Elle a imaginé, pour sauvegarder les emplois et l'activité sur le site, et aussi c'est une question de souveraineté industrielle française, de maintenir nos capacités. Et donc elle a imaginé produire de l'énergie à base de bois d'ameublement. C'est-à-dire que, en fait, c'est un procédé, c'est la pyrogasification. En gros, on prend du bois d'ameublement, c'est-à-dire du bois Ikea, des déchets Ok, genre imaginons, moi j'ai une commode, je m'en sers plus. C'est ça, donc on a la poubelle, on récupère ce bois-là. Et après, on arrive à faire de l'électricité, ou moi je peux regarder... On le met dans un gazificateur. Le bois sera brûlé puis privé d'air, ça monte jusqu'à 1200 degrés. Et de là, il y a une matière, la matière est décomposée en deux. Il y a un liquide et un gaz. Le gaz, on peut l'enrichir avec du méthane et l'injecter dans le réseau de gaz de ville. Et le liquide, il nous sert à fabriquer du goudron. Quelqu'un qui nous dit actionnaire majeur du groupe Le Monde. Eh ben voilà, bien vu. Merci Abel en fait. Eh oui, l'intelligence. Donc voilà, donc ça c'est le projet porté par la CGT. Et sur le site de Gardanne, il y aurait 2 unités de production de gaz à côté d'un atelier de broyage du bois d'ameublement. Il faut savoir que autour de Gardanne, dans l'agglomération de l'agglomération... Et du coup ça a été refusé? Non. Autour dans un rayon de 50 à 100 km, dans l'agglomération d'Aix-Marseille, il y a de quoi... on dénombre, je cite ce que situe la CGT, on dénombre 400 à 500 000 tonnes de déchets de bois B, donc ce fameux bois d'ameublement. La centrale, on a besoin que de 71 000 tonnes pour faire fonctionner. On peut fournir en foyer, au lieu d'apporter du gaz de schiste qui vient des États-Unis, on peut fournir 400 000 personnes... 400 000 foyers en gaz de ville avec ce procédé. Ok, donc là il y a quand même une volonté, donc l'État est en train de créer une filière industrielle, etc. Mais on voit comment ce sont les salariés qui ont été face à Emmanuel Macron qui a dit moi je ferme tout de suite et je pense pas à l'emploi et je pense pas aux conséquences sur le territoire. Là on a un exemple concret de salariés qui de toute façon l'outil de production le connaissent mieux que le patron et se battent pour maintenir notre souveraineté et leurs emplois. Et ce genre de contre-projet il y en a plein. Et c'est quand même désolant qu'Emmanuel Macron prenne une décision sans penser aux conséquences, sans planifier la transition écologique. Parce que du coup là, nous on vous a montré une carte avec les plans de licenciement qui sont en cours actuellement, mais en fait ces plans de licenciement, parfois il y a des entreprises qui proposent de faire autre chose et que ces plans de licenciement... c'est des salariés qui proposent autre chose. Mais du coup ces plans de licenciement, on pourra en avoir beaucoup moins si l'État... Et accompagner ou des plans de reprise ou des fois racheter des entreprises ou accompagne des projets de salariés. Je prends l'exemple de Cordemais. Mathieu Pigas, c'est aussi les Arocs et Radio Nova. Mathieu Pigas, c'est pas mal quand même. Radio Nova, c'est cool quand même. Et donc Cordemais, donc c'est 340 emplois et 120 intérimaires. Donc dès il y a 10 ans, donc avant même l'arrêt du charbon en France, la CGT a sur le site apporté le projet Ecocombust qui vise à remplacer le charbon par des déchets de bois. Emmanuel Macron avait validé ce projet en septembre 2023. Ok. À la télé, je crois que c'était sur TF1, une interview. Il aime trop la télé. Donc c'est quand même les salariés qui sont innovants dans les territoires, dans une force parce que le charbon ça pollue, qui sont en capacité de s'imposer à la table des puissants pour imposer des choix. Sauf que dans le désarroi actuel au sommet de l'État, EDF, qui on le rappelle est détenu à 100% par l'État, EDF a annoncé en septembre 2024 l'abandon du projet. Donc le site risque une fermeture totale en 2027. Attends, je récapitule. Oui. On a un projet. Macron est pour. Oui. En tout cas, pas contre. Voilà. Et EDF, qui appartient à l'État, est contre. N'a pas suivi. Est-ce que
on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Bah, c'est en tout cas, visiblement, quand Bruno Retailleau parle d'ordre, je pense qu'il y a un peu d'ordre à remettre. Mais c'est qu'un avis personnel. Attends, on va parler un peu des conséquences concrètes de ces salariés jetés des fois au chômage. On va prendre lequel de Milly, je crois que je le prononce bien. Oui, les Milly. Les Milly. On a fait une émission entière avec Franck. Il y a de ça 15 jours. Voilà. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, c'est un spécialiste de la distribution du prospectus qui a été placé en liquidation judiciaire avec dedans une majorité de personnes âgés, retraités. Il y a des retraités de 70 ans qui travaillent dedans. En gros, c'est ou à temps partiel. Spécialité dans la distribution de prospectus, du coup. Ils font aussi ils sont occupés aussi pour les législatives de 2021, des bulletins de vote, etc. 2022, tu veux dire 2022, oui. Ouais. Toute la propagande, l'appareil politique, là, toutes les propagandes, les prospectus, etc. Et ces gens-là, en gros, c'est pas la plupart des gens qui bossent à Milly, c'est pas leur boulot, c'est pas leur seul boulot. Ils bossent à côté et c'est un complément pour subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de retraités qui, sans Milly, se retrouvent avec une pension de retraite tellement faible qu'ils passent sous le seuil de pauvreté et qui vont galérer. Mais là, il y a 10 000 emplois à jeu. En termes de nombre, c'est du jamais vu depuis les années 80. L'entreprise est basée à Marseille, mais il y a vraiment des antennes partout en France. Ça touche toute la France. Il y a par exemple Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui a, lors de cette conférence de presse où elle a présenté la carte, rappelé qu'une des salariées de Milly a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle n'avait plus de ressources, puisque les salaires, normalement, ils devaient être payés. Les salaires de septembre n'ont pas été payés. Elle a perdu la ressource de son gamin. C'est-à-dire comment dire, cette politique, alors là c'est un cas différent, mais... Il y a quelqu'un qui demande, pour le sujet précédent, excuse-moi, comment ils ont justifié l'abandon du coup ? C'est une bonne question. Je crois qu'ils ne croyaient pas au projet. En tout cas, il n'y avait pas de volonté politique à EDF forcer de constater. Mais pour revenir donc, c'est-à-dire que derrière un casse industriel, il y a des familles, il y a des territoires qui vivent. Il y a un désarroi qui se crée et qui peut mener au vote d'extrême droite. Et c'est ça qui y a derrière. Parce que moi, par exemple, je viens de Vesoul, je suis né à Vesoul. L'entreprise Peugeot, il y avait une grosse entreprise Peugeot qui... Moi, mes grands-parents bossaient là-bas, mes oncles bossaient là-bas. Enfin, ça faisait vivre tout le territoire. Et cette entreprise-là, elle s'est cassée la gueule depuis 2008, les chiffres que tu sortais là, les 100 000 personnes. Il y en a beaucoup qui ont été supprimés à Vesoul. Et cette boîte, quand les gens ils perdent leur boulot, c'est hyper dur d'en retrouver des autres parce qu'on est dans un territoire où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et ces gens-là, ils tombent dans la précarité et puis ils se réfugient dans le vote d'extrême droite. Et c'est hyper dur après d'aller récupérer. Moi, je vois avec ma famille parfois. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que les politiques de maximisation des profits par les grands groupes, au détriment de l'emploi, c'est ça les conséquences sociales derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment même, il y a une négociation sur l'assurance chômage. Alors c'est ce qu'on appelle le paritarisme, dialogue social. En gros, il y a le gouvernement qui dit aux organisations syndicales et patronales qu'il y a besoin de trouver 400 millions d'euros d'économies par an sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on a une saignée de l'emploi industriel. Parce que derrière, mais on a créé de l'emploi. Quel type d'emploi ? Et combien ? Quel type d'emploi ? Est-ce que ce sont des emplois... Faudrait demander au MEDEF qui crée une carte aussi sur la création de l'emploi. Parce que la CGT en a fait une. Oui. Pourquoi pas demander à Patrick Martin ? Ou au fameux Pierre Gattaz. Où sont les fameux 1 million d'emplois ? Où est Pierre Gattaz ? Voilà. Donc... Rends l'emploi, Pierre Gattaz. Donc là, il y a une réforme de l'assurance chômage qui se négocie, où on va ponctionner 400 millions d'euros. Il faut savoir que Emmanuel Macron, pour justifier, parce qu'on va revenir sur les différentes réformes de l'assurance chômage qui a eu lieu depuis 2017, Emmanuel Macron, pour justifier ces réformes, disait oui, mais le chômage baisse. On peut revenir sur les questions des radis à Pôle emploi, mais le chômage baisse, donc il est facile de trouver de l'emploi. Donc, pour inciter les gens à trouver de l'emploi, on va réduire leurs droits. Sauf que là, le chômage, il augmente. Et qu'est-ce que veut faire le gouvernement ? Réduire les droits.
Alors qu'il avait dit que si le chômage baisse, les droits baissent, mais si le chômage augmente, c'est que la conjoncture économique est mauvaise, et donc, c'est pas de la faute des chômeurs, et donc il faut augmenter les droits. Sauf que là, ils veulent réduire les droits. Alors là, on parle de 400 millions. Vu que demander des comptes après coup n'est pas possible, pourquoi encore faire confiance aux organisations patronales ou croire en leurs promesses? Ah ben il faut... et bonjour, la Stechka. Effectivement, c'est une bonne question. Toutes les organisations syndicales demandent des conditionnalités à ces aides. Parce que c'est vraiment le cœur du problème. Si ces aides étaient conditionnées, il y a ce serait en tout cas une bonne solution. Il y a pas que ça, mais effectivement, quand on donne de l'argent, enfin moi je vais pas à la banque faire un prêt et après on me dit, bah non je rembourse pas, il y a pas d'avis d'échéance. Surtout que je sais pas si vous avez déjà essayé de retirer. Moi j'ai jamais essayé parce que j'ai pas assez, mais si tu veux retirer plus de 1500 € sur ton compte, il faut que tu dises au banquier ce que tu vas faire avec l'argent. Ah oui, ça je savais pas. Tu vois, tu peux pas retirer genre... Tu as des dépenses que moi je n'ai pas visiblement. Non, mais j'ai regardé des vidéos de gens qui retirent dessus. Mais en gros, si tu vas à la banque et tu veux retirer 10 000 balles, tu peux pas. Parce qu'en gros, ils te disent, bah, tu vas faire quoi avec ça? Bon. Bah, c'est pareil avec les entreprises, on donne de l'argent, tu vas faire quoi avec ça? C'est nul, on ne donne pas. Pour revenir sur cette question de l'assurance chômage, parce que là, on a une saignée de l'emploi industriel. Et là, on parle d'emploi la plupart du temps pérenne, des CDI qui font vivre des familles. À Emma France, il y a eu des tentatives de suicide. Il y a des gens qui se sont retrouvés à découvert de 7 000 € qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Voilà, c'est ça des gens qui ne savent que faire un métier dans une boîte et qui ne retrouveront rien derrière, ils ont 55 ans. C'est la même chose chez les Mili avec des gens qui perdaient qui étaient obligés de creuser dans leurs économies pour payer le loyer, qui n'arrivaient même plus à manger, qui se retrouvaient à aller faire les restos du cœur parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Exactement. Donc, l'État veut réformer l'assurance chômage. Donc là, on parle de 400 millions d'euros d'économie. C'est une victoire. Ce chiffre-là, déjà, en soi, est une victoire. C'est un moindre mal ? Parce que en début d'année, quand il y avait le gouvernement Attal, donc avant la dissolution, l'État visait 3,6 milliards d'euros d'économie, voire selon les NIDIC par l'étude d'impact, 5,4 milliards d'euros d'économie sur nos droits au chômage. Il faut savoir que cette réforme-là faisait que on allait travailler 8 mois au cours des 20 dernières années pour avoir le droit au chômage contre 6 sur 24 mois actuellement, et de raccourcir la durée maximum d'indemnisation de 15 mois à 18 mois aujourd'hui. Sauf que en 2019, il y a eu une réforme de l'assurance chômage déjà sous Emmanuel Macron qui a dégagé d'énormes économies. Avant 2019, donc c'était il y a 5 ans, c'est pas il y a 5 ans. De toute façon, c'est soit on tape sur le droit des travailleurs, soit on tape sur les migrants. Ouais, il y a soit des lois immigration, soit des lois... Mais sur la réforme de 2019, avant il fallait travailler 4 mois sur 28 mois. Ah ouais? Ah, tu le savais pas, t'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant. J'aurais signé que les 4 mois chômage. Que dit l'étude d'impact? Que ça va taper d'abord les plus précaires, notamment les saisonniers dans la restauration, secteur du tourisme indispensable indispensable à l'économie française, et également les femmes, parce que ce sont les femmes qui cumulent le plus les emplois précaires, les temps partiels, etc. Donc le nombre de droits a diminué de 14% entre 2009 et 2022 par la précédente réforme. Donc on va revenir sur la logique, et après on prendra peut-être des questions dans le chat ou quoi, mais on va revenir sur la logique de la politique de l'offre pour revenir à pourquoi cette carte. Alors bien sûr, la saignée industrielle a d'autres raisons, la mondialisation, le fait que en France on est théorisé qu'il ne devait plus y avoir d'industrie et que nous on allait se concentrer sur une économie de services. Bon, mais là depuis 2012, on a et depuis 2012 et surtout 2017, on a mené une politique de l'offre où on a gavé d'argent public les grandes entreprises. Les Français se sont précarisés. Le chômage repart à la hausse. La dette a augmenté. Et il y a eu moins de rentrées de cotisations. Et en fait, il y a toujours un temps de retard. C'est-à-dire qu'on baisse les cotisations, le déficit se creuse et on fait « Ah bah dis donc, il n'y a plus d'argent. Oh bah il faut réformer. Oh bah la retraite, l'assurance chômage, etc. » Bruno Le Maire, quand il voit les comptes de la France.
Ouais, je sais pas comment ça arrivé là, c'est mon taf ou pas, Voilà. la team. Et donc, oui, c'est ton travail, Bruno. donc voilà, donc la politique de l'offre, in fine, son conditionnement, on fait confiance parce qu'il faut créer un climat de confiance. C'est important. Mais la manière dont ça a été fait, son conditionnement, ça a profité aux grands groupes. Il y a à l'arrivée une casse de l'emploi, y compris des entreprises qui viennent chez nous, qui rachètent des entreprises, qui prennent les brevets et qui se barrent. Comme ils auraient pu le faire avec Deliprane si c'était pas tombé dans le... Ou Valdune. Il y a quelqu'un qui nous dit un arrêt pur et simple des subventions, quelle que soit leur forme, par exemple les crédits d'impôt, pour les entreprises passer un certain seuil de chiffre d'affaires. Ça semble pas déconnecté de la réalité. Ça peut se poser, oui, ça peut se poser la question, effectivement. Quand on dégage dans l'automobile 133 milliards de bénéfices, Je pense pas que t'aies besoin. je pense qu'à un moment donné, je crois que tu vois, même si tu investis 13,3, tu investis 10%, il te reste derrière 33 milliards, il te reste derrière 120 milliards, quoi. Donc bon, Tu calcules voilà. vite. Donc ouais. Il calcule vite, c'est dingue. C'est ça. Donc voilà, donc c'est cette politique-là qui est en œuvre. Si et surtout parce que là on a une bataille idéologique qui fait rage sur les services publics, sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires là, Guillaume Casbarian, les fonctionnaires, oui, en gros c'est parce qu'ils sont en arrêt maladie que ça nous coûte cher. Mais non, c'est pas parce qu'il y a trop de dépenses que on a 6,1% de déficit. C'est parce qu'on a pas assez de rentrées. Enfin, en réalité, c'est à cause de deux choses. C'est ça la problématique. C'est à cause de deux choses. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'était pas si simple que ça. Tout va bien. C'est à cause de deux choses. Il faut savoir que on est le seul espace monétaire, l'euro, où on ne se fournit pas auprès de notre banque centrale pour avoir de l'argent. Les Américains, ils ont, je crois, 150 ou 200% d'endettement du PIB. Mais eux, ils vont se fournir directement auprès de la Fed. Les Japonais se fournissent auprès de leur banque centrale. Nous, les Européens, on va sur les marchés pour se financer. C'est-à-dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui émet la monnaie, la donne à des banques privées secondaires, et après on va sur les marchés financiers pour se financer. À quoi faire la BCE finalement BCE, elle est là pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ouais, c'est son seul mandat depuis 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est super ce que vous faites. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'inflation, elle est là en plus. Il y a ce fait que pour que l'État emprunte, et c'est pas mauvais d'emprunter. Pour investir, c'est pas mauvais. Pour emprunter, on ne se fournit pas auprès de l'émetteur, mais auprès des marchés. Ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. On est le seul espace mondial. Donc il y a ça qui explique les déficits. Et il y a le fait que les recettes ont chuté. Et les recettes ont chuté parce que la fiscalité a chuté. Et Emmanuel Macron avait promis le ruissellement. La théorie que plus les riches sont riches, il y a les miettes qui vont redescendre. En réalité, on assiste à de l'évaporation. C'est-à-dire que les salariés français, dans les entreprises françaises, créent la richesse, la part de la plus-value créée dédiée au travail est de plus en plus petite, les taux explosent, les bénéfices augmentent et la fortune des riches augmente. Et plus elles augmentent, moins ils payent d'impôts. C'est voilà. foutrement quoi. Voilà. Et donc on arrive, on est à la croisée des chemins. C'est où est-ce qu'on continue comme ça? Et on va dans le mur. On va dans le mur parce que on n'investit pas dans la recherche et le développement et que les technologies du futur, c'est les Chinois et les Américains qui vont l'avoir. Et donc on sera la remorque des dynamiques mondiales. On est aussi au pied du mur parce que nos services publics sont à l'os. Nos services publics sont à l'os. Aller dans une école en Seine-Saint-Denis, aller dans un hôpital dans la ruralité, on est au bord de l'effondrement de nos services publics. Tout ça parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Quelqu'un qui nous dit oui, mais tu as toujours moyen de frauder. Si ton chiffre d'affaires est trop élevé, tu crées une autre boîte qui va devenir ta filiale. Bon, elle fait que de la recherche et tu récupères. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, Moumouren des Mouettes, mais on va t'envoyer l'URSSAF. Parce que quelqu'un qui a autant d'idées sur comment gagner de l'argent rapidement, c'est fini ça. C'est plus facile. Comment éviter le dumping social en France? Machines et entreprises déplacées, là où le coût du travail est moindre et qui laisse sur le carreau des travailleurs et travailleuses. Voilà, et y compris, c'est ce que expliquait Yannick Monnet tout à l'heure, c'est-à-dire que les Darmanin et compagnie qui expliquent qu'il ne faut pas toucher à la fiscalité, enfin qu'il ne faut pas augmenter le fameux coût du travail, ça ne les dérange pas quand les entreprises françaises
doivent aller avec des contrats totalement dérégulés, aller sur le marché de l'énergie, se fournir en électricité, et ont vu leur facture augmenter de pas possible, parce qu'on est imbriqué dans le marché européen, et que alors qu'on a le nucléaire, l'énergie française coûte peu cher à produire et peu énergétique, mais comme il faut être solidaire des Allemands notamment ou des autres qui ont du gaz et du charbon, ça par exemple c'est un sujet, ce coût-là du travail, de la production, il y a moins d'intérêt bizarrement. Ouais, c'est vrai. Voilà, et ça c'est un levier par exemple sur comment réindustrialiser, ça c'est un levier où agir. Ouais, c'est vrai que c'est une... Mais tu comprends, il y avait le bouclier tarifaire. Oui, voilà. Le bouclier tarifaire, c'était bien le bouclier tarifaire. Tu te souviens quand ça existait? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu payes t'es quoi? T'es chauffage collectif, toi ou Non, moi je suis chauffage individuel. Combien tu payes par mois? Ben, moi je suis au tarif régulier, moi je suis à EDF, tu sais, je fais confiance au service public, donc par mois je dois être à 65 ou 70 balles. Ok. Voilà. Moi je suis à 80 € tous les 3 mois. Ouais. Bah voilà. Ça a rien. Bah ouais. Et oui les amis, pensez chauffage collectif. Après là j'ai une régule de charge. Bah, c'est chiant d'être adulte. Entre ça et tes retraites de 10 000 € à la banque. Non mais j'ai jamais retiré. Mon plus gros retrait je crois que c'était... Bon. C'était 500 € je crois. C'était pour un téléphone. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, les amis, on va enchaîner, je pense, avec notre cher Victor Castanet qui va nous parler de son livre Les Ogres avec Eugénie Barbeza. Je remercie Naïm chaleureusement. Et merci à vous. Naïm que j'adore profondément, même si je déteste sa veste. Voilà, et allez l'OL bien sûr. Tu regarderas le match en Coupe d'Europe, hein.